Bienvenue, merci d'être là à cette première édition de la conférence Analogue. Je vais simplement céder la parole à certains de nos partenaires, sans lesquels, bien sûr, cette journée-là serait très, très difficile. Et j'aimerais commencer avec Stéphane Cosentino, directeur délégué national pour le volet expérimental de Téléfilm Canada. Bonjour. Merci, Catherine. Au nom de Téléfilm Canada, je vous souhaite la bienvenue à la conférence d'aujourd'hui. En tant que chef de file du secteur audiovisuel du Canada, il est essentiel de nous tenir au courant et d'explorer les tendances émergentes et croissantes. Il est également important de mettre nos idées en commun et de travailler en collaboration pour nous adapter à ces transformations et d'évaluer le rôle qu'elles peuvent jouer dans l'évolution de nos industries créatives. Ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui du sujet de la conférence d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Quelle place occuperait-elle dans nos écosystèmes culturels? Est-ce quelque chose de positif ou de négatif? Quel rôle jouera-t-elle à l'avenir? L'intelligence est en constante évolution et s'infiltre dans notre quotidien sans que nous soyons vraiment conscients. À titre d'exemple, que ce soit Google Home, Siri ou la technologie prédictive de Netflix. L'intelligence artificielle est aux premières étapes de son accessibilité et de plus en plus d'entreprises trouvent des façons de l'intégrer à leurs projets. Aujourd'hui, nous allons entre autres explorer son potentiel. Les experts invités apporteront un éclairage sur les différentes percées effectuées jusqu'à maintenant et sur ce que l'avenir nous réserve, on l'espère. En terminant, nous sommes fiers de nous associer avec nos collègues du Fonds des médias du Canada pour l'événement d'aujourd'hui, ainsi que pour les autres conférences analogues qui auront lieu partout au pays. Et nous sommes reconnaissants d'avoir la chance d'y participer avec eux. Alors, je vous laisse en bonnes mains, je vous laisse avec Catherine et je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Merci beaucoup Stéphane Cosentino. Maintenant, je demanderai au directeur général de Zoo, là où on se trouve, Guillaume Terrien, de venir vous dire quelques petits mots. Bon matin tout le monde, Guillaume Terrien, directeur général de Zoo. Bienvenue chez nous. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la mission de Zoo, je vais vous en parler un petit peu plus. En fait, c'est une initiative de Guy Laliberté. Zoo a pour mission, une mission assez ambitieuse, mais une mission de rassembler, soutenir et propulser les entrepreneurs créatifs et les créateurs d'ici dans le but de générer des projets de classe mondiale qui vont se commercialiser et voyager partout dans le monde. Donc, je pense qu'on s'adresse à la bonne personne, au bon public aujourd'hui. Donc, on est très, très contents. Parlant de rassemblement, je pense qu'en c'en est un très beau. Donc, merci beaucoup à Téléfilm Canada et au FMC de nous avoir fait confiance. Concrètement, en fait, on va mettre des ressources à la disposition des créateurs pour qu'ils puissent, évidemment, propulser leur projet. Une des ressources est évidemment le lieu. Donc, on est très contents de vous accueillir et je vous invite, vous allez avoir la chance d'avoir une visite guidée un peu plus tard. Donc, vous allez voir nos installations, les différents outils créatifs qui sont mis à la disposition. Un autre outil, une autre ressource qu'on va mettre à la disposition, c'est des ressources d'accompagnement. Et on est un incubateur, un accélérateur certifié par le FMC. Donc, si vous avez des programmes ou des projets que vous croyez ou besoin d'accompagnement, on est là pour vous. Donc, vous pouvez cogner à notre porte, ça va nous faire plaisir. Une autre chose qu'on fait, c'est qu'on offre des opportunités, des occasions, évidemment, pour les créateurs. Une d'entre elles, je vous invite à aller voir notre site web, c'est le Art AI Lab. Donc, je pense qu'on est d'un bon contexte aujourd'hui pour parler de ça. Donc, avec MUTEC, la Ville de Montréal et United Curator, on amène un programme qui va être du 9 au 22 mars, ici, même chez Zoo, où les gens, des développeurs et des chercheurs en intelligence artificielle vont se réunir avec justement des créateurs. Donc, on cherche des créateurs, on cherche des développeurs en AI qui vont, pendant 10 jours, mailler leurs compétences et partager leur apprentissage pour après justement proposer leur projet à MUTEC 2020. Donc, on est très satisfait de ça. Et la dernière chose, je vous dirais, si vous voulez en apprendre plus, rendez-vous le 5 décembre, ici même dans notre bunker, pour en apprendre plus sur les programmes qui peuvent vous aider justement à
faire de votre projet justement un succès. Donc, merci beaucoup, bonne soirée, bonne journée et surtout, on est un peu partout dans la salle, donc n'hésitez surtout pas à venir nous poser des questions. Merci beaucoup. Merci. Il y en a qui sont déjà rendus en soirée, c'est correct. On a tamisé les lumières, on voulait ça intime et agréable. Je m'appelle Catherine Mathis, je suis directrice de la veille stratégique au Fonds des médias du Canada et encore une fois, merci d'être ici avec nous. Donc, on veut discuter aujourd'hui de créativité et d'intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler quand même d'intelligence artificielle sans toujours savoir exactement de quoi il s'agit, mais on dirait que quand il est question de créativité, là, ça revient un petit peu plus dans les médias. Peut-être parce que là, ça vient nous titiller dans ce qu'on pensait être des capacités purement humaines, c'est-à-dire donc la capacité de créer des œuvres. Vous avez entendu parler, par exemple, de musique générée par l'intelligence artificielle ou d'œuvres d'art visuelles également qui ont été générées grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, on dirait que dans ce temps-là, on se remet un petit peu en question. On se demande, qu'est-ce qui fait qu'on soit humain finalement? Qu'est-ce qui nous distingue de la machine? Et ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment des préoccupations quand même assez nouvelles. Moi, quand j'étais petite, et là, je vais me dater, c'est correct, je l'assume. Donc, dans les années 70-80, quand on cherchait à distinguer l'être humain des autres formes de vie, appelons-les comme ça, on y allait avec l'intelligence. Hein? L'être humain est plus intelligent que les autres formes de vie, puis on vivait bien avec ça. Le problème, c'est que ça a changé. Le problème, c'est qu'on ne se compare plus tant aux autres espèces animales, ou en tout cas beaucoup moins, qu'à la machine. Et là, on n'est pas tout à fait sur le même terrain, hein, vous l'avouerez comme moi, qu'on a souvent l'impression que la machine est meilleure que nous à bien des égards, dans bien des domaines. Mais tant mieux, c'est pour ça qu'on l'a créé aussi quelque part. On a voulu inventer l'ordinateur pour deux choses. Hein. On était en période de guerre, on voulait essentiellement calculer plus vite et surtout stocker de l'information, mémoriser de l'information mieux que nous, de manière plus efficace que nous. Donc, bien sûr que la machine est plus intelligente que nous, c'est ce qu'on souhaitait, c'est ce qu'on voulait, avoir une machine qui puisse avoir des capacités plus grandes que nous dans certains domaines. Évidemment, comme je le mentionnais, ça pose toutes sortes de questions. Ça nous remet, nous, les êtres humains, en question. Il nous reste quoi? Qu'est-ce qui est spécifiquement humain et qui n'est l'apanage de rien d'autre, ni des autres formes de vie, ni des ordinateurs? C'est difficile à dire. Bon, on revient toujours un peu à notre sensibilité, à nos émotions. Hein, on en a, hein, des émotions. Et donc, à cette créativité qui permet d'exprimer toutes ces émotions-là qu'on ne sait pas toujours comment canaliser. Et donc, peut-être que c'est ça, au final, qui distingue la machine de l'être humain. Ça restera à discuter tout à l'heure avec nos panélistes. J'aimerais vous suggérer, avant de commencer, une petite définition de la créativité, juste pour qu'on s'entende là, sur un terrain commun, et on pourra vérifier avec les panélistes tantôt s'ils sont d'accord ou pas. Mais disons, tu sais, pour partir de quelque chose. Disons que la créativité, c'est une manière de produire quelque chose de nouveau, de valable, hein, il faut que ce soit pertinent, mais à partir de règles qui existent déjà. Donc, disons qu'il y a un ensemble de règles qui existent et qu'on choisit de contourner ou de transgresser pour arriver à quelque chose de nouveau, pour innover, hein, pour créer quelque chose de pertinent à partir de ce qui était déjà là. Donc, disons que c'est ça, si vous le voulez bien. Et ça, évidemment, ce n'est pas juste les artistes qui créent, vous l'aurez bien compris. On crée de toutes sortes de manières au quotidien, dans toutes sortes de secteurs différents. En informatique, pendant longtemps, on a imaginé la machine d'une manière très concrète. On s'est dit, on va créer des recettes et s'attendre à un résultat directement relié à cette recette-là. Je veux dire, pourquoi on s'attendrait à un résultat différent que celui qu'on aurait souhaité avec la recette. Ça a été comme ça pendant très longtemps. Et là, évidemment, je schématise, mais vous aurez compris qu'avec les avancées technologiques, avec l'intelligence artificielle, avec toutes sortes de techniques en intelligence artificielle qui se sont déployées,
On est arrivé jusqu'en 2016, par exemple, avec AlphaGo. Donc, AlphaGo, ce programme qui a battu le meilleur joueur humain au jeu de Go et qui l'a fait surtout avec des stratégies qu'on n'avait probablement jamais vues auparavant. Est-ce que c'est ça aussi la créativité? Est-ce que c'est d'arriver à un résultat, donc de gagner la partie avec un processus qu'on n'aurait pas anticipé auparavant? Bien, peut-être un peu. Est-ce que, donc, la créativité n'est pas qu'une affaire d'être humain? Est-ce que la machine peut créer sans nous? Ou est-ce qu'elle a besoin de nous? Bien, c'est de tout ça dont j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'ai posé la question à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en la matière, donc un pionnier de l'apprentissage profond ici au Canada, M. Yoshua Bengio. La créativité est vraiment un concept intéressant et pendant longtemps, on a cru que ce serait une habileté mentale peut-être réservée aux humains ou très, très difficile pour les ordinateurs. Mais en fait, dans les dernières années, on a fait vraiment des progrès impressionnants et surtout grâce à ce qu'on a fait à Montréal avec des réseaux de neurones génératifs il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut synthétiser, inventer des nouvelles images qui n'existaient pas, des images de personnes qui sont vraiment dessinées par l'ordinateur, qui ne sont pas des vraies personnes. On peut inventer des images naturelles. On peut s'en servir pour synthétiser des nouveaux sons, du texte. Maintenant, c'est assez impressionnant ces choses-là, puis ça peut être utilisé de manière dangereuse aussi, mais on est encore loin des capacités humaines en termes de créativité. Alors, au fur et à mesure que les ordinateurs deviennent plus puissants, on va s'en approcher, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour ça. Beaucoup de chemin à faire pour ça. C'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, j'inviterai les panélistes à venir me rejoindre sur scène pour en discuter justement. Alors, Olivier Diance, professeur au département de littérature de langue française, de traduction de création à l'Université McGill. Joëlle Pinault, directrice du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook à Montréal et professeure d'informatique également à l'Université McGill. Et Marie-Pierre Gauthier, productrice au studio interactif de l'Office national du film du Canada, l'ONF. Merci beaucoup d'être là. On a une petite musique d'introduction de Watkins merveilleux. Qu'est-ce que vous pensez de ma définition de la créativité? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour vous? Donc, créer, produire quelque chose de nouveau et de valable, hein, parce que la valeur qu'on attribue à la création est quand même importante, à partir d'un ensemble de règles sur lesquelles on se serait déjà entendu. Donc, il y a une espèce de forme de transgression dans la définition de la créativité que j'ai donnée. Est-ce que c'est quelque chose qui... Oui. Oui? Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour nous. Alors, créativité et intelligence artificielle ou juste créativité? Quelle est votre question? Créativité au départ, puis créativité humaine versus créativité artificielle. Je vous dirais que, et ici j'ai quand même à côté de moi une experte mondiale sur ces choses-là, mais il me semble que la différence entre créativité humaine et créativité de l'intelligence artificielle, est-ce qu'une machine peut transgresser des règles s'il y a une espèce de formulation qu'on lui donne? Probablement, je pense que ça se fait. Mm-hmm. La différence fondamentale, évidemment, c'est la motivation pour transgresser les règles. Hein? C'est la motivation intrinsèque. L'intention? L'intention, la motivation intrinsèque pour faire ces choses-là, et la recherche, quand on veut transgresser les règles, c'est que derrière, il y a quelque chose qu'on cherche. Il y a un pourquoi, hein? Il y a une volonté. Et ça, évidemment, c'est la différence, selon moi, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. C'est qu'il y a une reproduction, certainement, des processus humains, ceux qu'on connaît, qu'on peut programmer, et elle le fait très, très, très bien, l'intelligence artificielle, dans plusieurs domaines, mais il lui manque, évidemment, cette motivation qui est la nôtre. Alors, personnellement, j'imagine qu'on va avoir des définitions différentes. Je verrais l'intelligence artificielle beaucoup plus comme une amplification de l'intelligence, comme une espèce de rampe de lancement de l'intelligence humaine pour aller voir des domaines, explorer l'espace des possibilités vers des domaines auxquels on n'a pas accès. Donc, l'immense quantité de données, par exemple, que l'intelligence artificielle peut lire, de nouveaux patterns, pour moi, c'est beaucoup plus une intelligence, en fait, c'est beaucoup plus une rampe de lancement, c'est beaucoup plus un déclencheur, c'est beaucoup plus une expansion de l'intelligence humaine que des intelligences qu'on compare ici. Qui permet à l'humain de faire, d'en faire plus. Et d'avoir donc de trouver dans ces nouveaux patterns, justement, d'y insérer après ces motivations intrinsèques. Pourquoi? Alors, tout d'un coup, on voit des nouveaux patterns.
qu'est-ce qu'on peut aller chercher, qu'est-ce que ça nous démontre du monde, et qu'est-ce que ça peut nous dire sur la relation que les êtres humains ont entre eux et avec le monde environnant. Joël Pinault, vous êtes la caution technique de notre journée. Donc, est-ce que cette façon de considérer la créativité quand on regarde la machine, vous y pensez? Est-ce que c'est quelque chose, on parlait d'intention tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des discussions des scientifiques quand il est question de machines et d'intelligence artificielle? Oui, et à date, je pense que ça va bien. Je n'ai pas trop de, de bémol à mettre sur les propos. Non, pas du tout. Je pense que la définition est appropriée. Moi, j'aurais tendance à dire, par contre, à mettre de l'avant le fait que c'est pas si différent que ça d'un côté comme de l'autre. Je trouve que la définition proposée s'applique assez bien. Il n'y a pas été question de façon explicite d'intention. Je ne sais pas si le processus d'intention est nécessaire à la créativité. On voit des enfants tout jeunes qui font des œuvres qu'on affiche avec plaisir sur nos frigos et ailleurs. Et puis, mais qu'est-ce qu'elle est, cette intention-là? C'est une intention d'expression, de communication. Ouais. Chose que nos algorithmes peuvent, en fait, faire. Donc, c'est là où est-ce que c'est difficile de cerner cette différence-là. Je pense que tu parlais du système AlphaGo. C'est un très bel exemple. C'en est un qui est souvent cité par rapport à la créativité parce qu'il y a vraiment, pour tous les joueurs de Go humains, il y a une ère pré-AlphaGo et puis une ère post-AlphaGo. Les joueurs ont observé les façons de faire de la machine et ont, après ça, commencé à développer un nouveau style de jeu qui, en fait, combine des éléments des deux types de stratégies. Mm-hmm. En quoi est-ce que ça ne serait pas de la créativité quand ce comportement de la machine a complètement alimenté les choses? Oui, à la base, ça se nourrit d'un code informatique qui, quand on l'examine de près, est très prédictible. Ça roule sur des machines qui sont, elles aussi, très, très prédictibles. Mais, somme toute, émerge de tout ça, de cette consommation de données et de calculs, un résultat qu'on n'aurait pas su prédire. Et puis, si on demande à plusieurs chercheurs en neurosciences ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau des neurones et puis tout ça, ça ressemble beaucoup à certains niveaux à ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Donc, j'adhère à certainement un concept de créativité chez nos algorithmes d'intelligence artificielle. Et ça, c'est intéressant parce que Yoshua Bengio me disait justement que dans les dernières années, de plus en plus, les neurosciences et les scientifiques d'intelligence artificielle se parlent pour essayer de se comprendre l'un l'autre, finalement. Donc, pendant longtemps, en intelligence artificielle, on a voulu reproduire l'effet des neurones naturels. Et là, tout d'un coup aussi, on se rend compte qu'on peut mieux comprendre les neurones naturels en comprenant les neurones artificiels. Donc, il y a quelque chose là qui est un vase communicant très intéressant. Très fort. Marie-Pierre, comment ce concept de créativité s'applique à la machine? Chez nous, pour moi, au sein de l'ONF, la créativité, d'abord, serait d'imaginer, la capacité d'imaginer, de créer une œuvre originale. Après, demandez-moi pas de définir œuvre maintenant. Puis peut-être que c'est là que on va déconstruire ce que je viens de dire. Donc, capacité d'imaginer une œuvre originale, puis au sein de l'ONF, puis au sein du studio interactif sur des plateformes connectées. Et là où je pense que je peux venir mettre un autre mot qui va ancrer cette définition-là, ou notre compréhension, c'est que c'est une œuvre portée par un point de vue d'auteur. Donc, je place quand même l'humain, l'intelligence humaine derrière ou devant, donnons-nous la machine, puis qui a cette capacité de toucher, d'émouvoir, d'engager le public, son public. Donc, pour moi, comment je vois cette intelligence artificielle-là est toujours au service la plupart du temps, au service d'un auteur. Humain. Parce qu'on en parlait l'autre jour, mais il n'y a pas encore une intelligence artificielle qui a cogné à ma porte pour
parler d'un projet qu'elle avait envie de faire. Il y en a une derrière vous, attention, ça se peut que... Si je lui pose la question, elle va me répondre, mais elle ne va pas venir m'en parler. Mais ceci dit, moi, je vois l'intelligence et les intelligences, parce qu'il y a vraiment différents modèles comme étant au service de la création. Mais ceci dit, oui, elles peuvent potentiellement être capables de créativité. Mais nous, la manière qu'on l'aperçoit, qu'on l'expérimente, elle est quand même... C'est un outil qui permet de s'exprimer, de raconter, puis ces jours-ci, on l'utilise pour essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre l'intelligence artificielle, utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre l'intelligence artificielle pour se comprendre. Oui. Tu sais, fait que c'est un peu... Une mise en abîme, puis c'est pas mal ce qu'on voit ces jours-ci comme façon d'utiliser l'intelligence artificielle au sein des œuvres que nous, on produit ou qui sont produites et que j'ai pu observer, finalement. Donc, un petit peu de créativité des deux côtés, mais bon... canalisé par l'humain, selon moi. Mais ce qui n'est pas évident, j'ai l'impression, dans ce débat-là, c'est qu'on parle avec des termes humains d'attributs techniques, en fait. Et je me demande si on ne fait pas un petit peu d'anthropomorphisme, en fait, quand on parle de créativité et de machine. Parce qu'on tente de transposer, puis c'est un peu, encore une fois, ce que l'intelligence artificielle a tenté de faire depuis les années 50, d'essayer de transposer dans la machine des capacités, dans ce cas-là, du cerveau humain. Sauf que quand il est question de créativité, est-ce qu'il n'y a pas là, et d'ailleurs ça fait partie du problème médiatique de la chose, hein, on est toujours en train de transposer les machines en espèce d'être supérieur qui, à toute fin pratique, n'existe pas encore. En tout cas, j'ai pas reçu l'appel. Bref, est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que c'est pas un petit peu tiré par les cheveux? Je pense que, puis revenir un petit peu avec ce que Joël disait aussi, pour moi, la différence fondamentale, c'est que notre créativité, elle se nourrit de 200 000 années de naissance. L'être humain moderne a à peu près 200 000 ans et de millions d'autres années d'évolution, qui, en fait, cette créativité se nourrit d'un corps qui est incarné dans un monde environnant et qui, à la base, a des besoins de survie. Hein. Donc, ces besoins de survie font que nous devons résoudre des problèmes nouveaux. Hein. À la base, c'est ça, qui vont développer une certaine créativité chez l'être humain. Je pense qu'une des erreurs, pour revenir à ce que vous disiez, Catherine, et vous avez raison, une des erreurs, c'est de vouloir prendre deux, appelons ça, entités, une qui est incarnée avec un corps physique dans un monde environnant et l'autre qui est incarnée différemment dans un environnement différent, qui a donc, est-ce qu'une machine, est-ce qu'une intelligence artificielle, est-ce qu'un réseau a des besoins de survie? Ben, on ne sait pas encore, mais si c'est le cas, ça va être très différent de l'être humain. Alors, une des erreurs, c'est de vouloir dire, est-ce que ce sont les mêmes intelligences? Est-ce que ce sont deux êtres? L'anthropomorphisme, effectivement, c'est une différence, parce qu'on parle essentiellement, si on veut donner à cette intelligence artificielle une intention, ou si on veut lui donner une présence, elle va être profondément différente de la nôtre, comme l'est, par exemple, un insecte, comme les besoins d'un insecte, comme la créativité d'un insecte, comme la représentation du monde d'un insecte est absolument différente de la nôtre, parce qu'il y a d'autres besoins de survie, parce qu'il y a d'autres incarnations. Donc, vous avez raison à ce moment-là, et une des erreurs, probablement, c'est d'essayer de dire, est-ce que c'est semblable, est-ce que c'est pareil, etc. Faudrait peut-être traiter cette intelligence artificielle comme une autre entité, avec d'autres besoins et d'autres façons de percevoir le monde, et arrêter d'essayer de dire, c'est la même chose que nous. Oui, il y a une espèce de confrontation. J'ai l'impression qu'on se sent en opposition face à la machine. C'est elle ou c'est nous? Qui est meilleur? Qui est plus performant? Qui est plus créatif dans ce sens-ci? Est-ce qu'on erre quand on fait ça? Ben moi, je ne me retrouve pas beaucoup dans ce discours-là. Peut-être parce que, justement, je dirais pas que je vis avec ces machines-là, mais je vis dans cet espace d'idées-là. Dans leur espace d'idées, je parle leur langage, je communique avec eux. C'est peut-être bizarre de dire, là, mais écoutez, c'est le monde dans lequel je vis et duquel je me nourris. Donc, je n'ai pas cette distance nécessairement. Il y a toutes sortes de différences entre les algorithmes, entre un algorithme qui va créer de la musique. J'ai entendu des algorithmes qui complétaient des chorales de Bach de façon magnifique, même si j'ai été musicienne à mes heures de façon que je suis incapable de faire. Donc, en tout cas, je suis beaucoup plus dans un esprit de complémentarité, que ça soit dans
la création d'œuvres musicales, visuelles, autres, que ça soit à jouer des jeux. Je trouve qu'il faut se nourrir de tout type d'intelligence, mais de la même façon que si je veux résoudre un problème complexe de société, d'informatique ou autre, je vais me nourrir des idées des autres gens autour de moi, dont les cerveaux ne marchent pas de la même façon que le mien. Et puis, c'est tout à fait normal. Et savez-vous, ce qui est rafraîchissant dans votre discours aussi, c'est qu'il n'y a pas de méfiance. Parce que c'est souvent ce qu'on associe à l'intelligence artificielle quand on en entend parler. Et je serais curieuse de savoir à l'ONF comment vous entrevoyez justement ce travail-là. Est-ce que c'est comme ça aussi, c'est une espèce de travail de mettre à profit les capacités, dans ce cas-ci, d'une machine pour la création d'une œuvre? Est-ce qu'il y a cette espèce de relation de co-création qui se met en place? On l'utilise vraiment de différentes manières. Là. Si je regarde ce qu'on a produit par le passé, puis ce qu'on est en train de produire, et même ce que j'ai vu qui a été produit, on a différentes relations. Parfois, c'est vraiment qu'un outil. Tout simplement, parmi plein d'autres. Je donne un exemple, projet de Vincent Morisset, moto, expérience web sur téléphone, où on raconte une histoire, puis on utilise l'intelligence artificielle, qui est surtout du computer vision, pour simplement venir cacher les yeux, anonymiser les gens, parce que les gens contribuent en créant des contenus. Des vidéos d'eux-mêmes où eux ont créé. Puis c'est juste une possibilité de faciliter un processus, finalement. Et donc, c'est un outil. Ensuite, on a peu d'œuvres qui est dans un rapport de co-création. Pour le moment, tu sais, un petit peu les exemples de peinture de Van Gogh ou de autres qu'on a vus. On est surtout vraiment dans une relation de qu'est-ce que ça raconte de nous-mêmes. Regardons ça, le processus plus que le résultat, finalement. Puis je pense que c'est là où c'est comme un travail d'introspection, de dire, OK, je vais mettre la machine dans cette posture-là, utiliser, et qu'est-ce qui va en ressortir? Qu'est-ce que ça va dire sur moi? Puis moi, je pense que même AlphaGo, à la limite, c'est ça aussi, c'est de dire, je vais regarder comment il va agir, puis là, je vais faire, oh mon Dieu, j'aurais jamais, moi, fait ce coup-là de, est-ce que la machine est en train de dérailler ou c'est juste un pur coup de génie, comme il se posait comme question. Puis là, c'est là où ça te questionne comme toi-même, ou qu'est-ce qui fait de moi un humain? Donc, l'utiliser pour essayer de réfléchir sur ce qui fait de nous notre unicité, finalement. Donc, on est peu dans de la co-création. Est-ce que c'est quelque chose que vous entrevoyez éventuellement ou pour le moment? On n'est pas contre, définitivement pas contre. Je pense que juste pas, puis je réfléchis aux œuvres qu'on... en développement, oui, puis parce que là, on essaie de catégoriser déjà des types d'œuvres. Est-ce que ça, c'est de la co-création ou pas? Puis dans quelle mesure c'est de la co-création? Est-ce que c'est pas juste utiliser l'intelligence artificielle pour voir et la nourrir d'une base de données? Ultimement, il y a quelqu'un derrière qui lui a donné cette base de données-là ou cette structure-là, qui a décidé, puis des fois, c'est des machines qui apprennent. Donc là, c'est maintenant que je vais t'arrêter, là, puis je vais regarder qu'est-ce que tu vas créer à ce moment-ci. Donc, est-ce que c'est de la co-création, ce concept? Moi-même, moi, je suis un peu du côté, non, ce n'est pas de la co-création, c'est un outil que j'ai utilisé. Je trouve ça très intéressant de parler, et vous l'avez tous fait un peu à votre manière, de parler davantage de processus que de résultats. Parce que ça, c'est quelque chose de nouveau quand même du point de vue du consommateur d'œuvres, quelle qu'elle soit. On met ça très large. C'est que, comme public, comme auditoire, on nous a habitués à apprécier un résultat. Montrez-nous ce que ça donne une fois que vous avez fini de travailler. On ne veut pas aller visiter votre atelier, on veut voir ce qui en ressort quand vous sentez que vous êtes allé au bout de votre idée. Donc, c'est un peu comme ça, comme auditoire, qu'on a été entraîné. Et j'ai l'impression qu'avec l'intelligence artificielle, et prenons par exemple certaines des œuvres en art visuel qu'on a vues dans les dernières années, notamment celle dont tout le monde a parlé parce qu'elle a eu un prix exorbitant dans sa mise aux enchères. Et donc, elle a attiré beaucoup d'attention, même Ophélia est d'accord. Donc, ce genre d'œuvre-là, ce qui était intéressant,
c'était surtout le processus. Le résultat, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'historiens de l'art qui ont dit qu'on était face à un coup de génie, mais c'était l'idée, d'abord, d'avoir l'intention de créer cette œuvre-là, de choisir ces milliers de peintures dans la base de données, d'évaluer le résultat. Parce que ce qu'on a vu et ce qui a été mis aux enchères n'était probablement pas la seule affaire que l'algorithme a produit. Donc, il y a beaucoup d'implications, et c'est dans ce sens-là que je parle de co-création, entre l'humain et la machine dans ce cas-là. Mais ce qui est surtout intéressant, et c'est peut-être comme ça que ça va nous reprogrammer comme auditoire, c'est le processus. Donc là, il y a comme une réingénierie pour ne pas rappeler aux gens ce terme-là, mais quand même de notre manière de percevoir une œuvre. Je pense que ces deux choses-là sont très liées. Donc, l'œuvre finale, qui a longtemps été la marque ultime, bon, là, on pourrait débattre pendant des heures de qu'est-ce qu'une œuvre aussi, mais je vais vous donner une définition très, très personnelle. Hein. C'est une œuvre d'art. L'art, c'est plutôt un moyen qu'une fin. La fin, c'est le questionnement de l'être humain sur ce qui l'entoure et son monde. Et l'œuvre d'art aide l'être humain ou le confronte à ces grandes questions-là, ou l'aide à réfléchir à ces questions-là, ou le soutient dans la réflexion à ces questions-là, peu importe le genre d'art. Donc, on pourrait débattre encore longtemps si c'est une bonne définition, mais prenons celle-là pour cette discussion-là. Et en fait, ce qu'elle fait, ce nouveau processus qu'il fait, c'est qu'il déplace ce questionnement. Au lieu d'être dans l'œuvre finale, ou il peut être dans l'œuvre finale, mais il est aussi dans le processus, parce que cette question... Si une œuvre, si des algorithmes sont capables de produire des extraits, des morceaux, des patterns qui nous touchent, alors là, ça pose la question de quelle est la relation de l'être humain dans le monde qui l'entoure. Donc, au lieu que ce soit dans l'œuvre finale, c'est souvent aussi dans le processus, et c'est très, très intéressant. Donc, je trouve un petit peu comme Joël et Marie-Pierre, ça ouvre justement des nouvelles façons de penser. Donc, il y a un artiste, David Javed Johnson, qui dernièrement vient de sortir une série de poèmes très intéressants. Ce qu'il a fait, c'est que créer un petit logiciel d'intelligence artificielle, il est allé prendre une base de données sur Internet où il y a énormément de poèmes, et son logiciel crée tous les jours des dizaines et des dizaines et des dizaines de poèmes. Okay. Et lui, ce qu'il fait ensuite, c'est qu'il édite un petit peu, il copie, il refait. Oui, ça ne doit pas être tout bon quand même. Oui, mais il y a des choses qui sont sublimes. Sublime que l'ordinateur a produit. Et là, justement, c'est ça qui est intéressant, parce que les poèmes finaux sont intéressants, mais justement, c'est le processus. Si du sublime peut être produit par une machine, qu'est-ce que ça veut dire sur l'être humain? Donc, c'est la même question, sauf qu'elle a été un petit peu déplacée dans le processus plutôt que dans le résultat final, selon moi. Et ça a été élaboré de quelle manière, cet algorithme-là? Il l'a programmé lui-même. Là, il faudrait on demandera à Joël. Mais justement, on va demander à Joël. Non, mais c'est parce qu'il y a une manière de produire, et là, c'est la petite séquence technique. Hein, mais c'est justement pour qu'on puisse comprendre et aller un petit peu plus loin que ce qu'on entend généralement dans ce type de discours-là, et qu'on puisse mettre des mots sur certaines de ces techniques-là, justement. Parce que quand il est question de création d'œuvres, notamment d'œuvres en art visuel, il est souvent question de ces réseaux antagonistes génératifs. Hein. C'est un long terme qu'on entend souvent sous l'acronyme de GAN. Mais comme vous êtes là, Joël, j'aimerais juste qu'on puisse avoir le début d'une compréhension de la manière dont ça fonctionne, ces fameux GAN-là, pour générer de nouvelles œuvres. Parce que c'est souvent ce qui est à l'œuvre, pour ne pas faire de pléonasme, dans ce qu'on retrouve de créativité artificielle. C'est pas très compliqué. En fait, on a l'impression que c'est pas super très compliqué. On va faire en 3 minutes top chrono. Donc, il faut comprendre un peu ce que sont les réseaux de neurones. Oui. Les réseaux de neurones, en fait, de façon semblable à nos réseaux humains de neurones, en fait, on a toutes sortes de neurones dans le cerveau. Un réseau de neurones artificiel, chaque neurone est une toute petite fonction mathématique. Elle reçoit de l'information, elle fait un petit calcul, elle envoie de l'information. C'est tout ce qui se passe. Puis de façon semblable, nos neurones humains fonctionnent. Quand on a plusieurs réseaux, tous connectés, plusieurs neurones, tous connectés en réseau, chacun fait sa petite partie de l'équation puis envoie ses résultats, on peut, en fait, après ça, reproduire des fonctions mathématiques très, très compliquées. Ces fonctions mathématiques-là peuvent représenter n'importe quel type d'information, à condition de mettre suffisamment de neurones ensemble. Donc, ça peut représenter une œuvre d'art, ça peut représenter une symphonie de Mahler au complet, une œuvre de Picasso. On peut tout encoder avec ces réseaux de neurones-là. Les réseaux adversariales ou, comment tu te dis? Antagonistes. Les réseaux antagonistes fonctionnent de la fonction suivante. En fait, il y a deux réseaux
ensemble. Donc, il y en a un qui est le réseau, on va l'appeler l'artiste pour ce matin. C'est le réseau qui crée. Donc, il se nourrit de toutes sortes d'informations et puis des nombres aléatoires. Puis avec ça, il produit des fonctions mathématiques qui sont interprétées comme des œuvres, que ce soit des peintures, de la musique, ainsi de suite. Ce réseau-là, c'est un artiste complètement libre. Il y a un deuxième réseau qui est le critique. Donc, ce critique-là, à chaque œuvre qui est produite par le premier réseau, va dire c'est une bonne œuvre ou c'est une mauvaise œuvre. D'où l'antagonisme. Ce réseau-là, il est entraîné avec des vraies œuvres. Donc, il est entraîné seulement à distinguer qu'est-ce qui est une vraie œuvre, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, va critiquer notre réseau artiste jusqu'à temps que notre artiste commence à produire des œuvres qui satisfont le critique. Wow! C'est tout. Donc, il faut entraîner ces deux. Mesdames et messieurs, c'est pas rien. Mais en fait, ce qui est assez délicat, c'est de s'assurer que les deux sont en synchronisme parce qu'on entraîne les deux algorithmes en même temps. Donc, prenez deux enfants tout jeunes, et puis il y en a un qui est exposé seulement à savoir bonne œuvre, mauvaise œuvre, puis l'autre est en format complètement libre de créativité. Et puis les deux, il faut qu'ils apprennent à peu près à la même vitesse, sinon, en tout cas, les fonctions mathématiques dérivent, et puis on se retrouve avec des résultats pas très intéressants. Donc, il y a des finesses techniques là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous avez travaillé à l'ONF, les GAN? Oui, on est en train de travailler sur un projet. Ça a l'air compliqué. On en parlait tout à l'heure. C'est un projet qui est difficile à... Je vais partir déjà de la genèse. De la genèse puis de l'hypothèse ou de l'auteur, Shirin Enlen, qui, elle le dit, elle est bipolaire et elle se dit si l'humain développe des modèles de machine learning ou des intelligences artificielles, est-ce qu'ils peuvent, dans leur processus d'apprentissage, leur application, développer des maladies mentales? Donc, on part de ce principe-là. La question se pose, voilà. On n'est pas sorti de l'auberge, ça le dit, non. Mais oui. Exact. Donc, la prémisse est excellente. On trouve tous ça très intéressant, puis ça fait réagir à coup sûr quand on en parle. Maintenant, pour explorer cette hypothèse-là, on prend dans l'expérience là, on cherche la meilleure forme. Pour le moment, on est dans une forme de théâtre immersif qui utilise une nouvelle technologie et où on va être, puis ça aussi c'est un peu une tendance en création interactive ces jours-ci, c'est le embodiment, l'incarnation d'intelligence artificielle par les humains. Oui. Voilà. Fait que, donc on va prendre on va mettre en scène une famille, donc théâtre immersif, 4 personnes qui ils vont incarner chacun d'entre eux, le père, la mère, le fils, la fille, une intelligence artificielle. Donc, la sœur sera GAN. Et elle, sa perception du monde, c'est l'image de la famille parfaite. Donc, pour exprimer et comprendre... C'est-à-dire, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Donc, on va utiliser et questionner le modèle de GAN, qui est de concevoir une image de la famille parfaite, à travers sa base de données à elle de photos, d'images parfaites, mais en relation avec cette famille-là, qu'on met en relation, qu'on essaie de faire interagir. Donc, en permanence, elle va voir comment cette famille, à qui on a donné un texte et qui évolue, qui dialogue et qui interagissent entre eux, qui est fort probablement très dysfonctionnel parce que c'est 4 personnes qui ne sont probablement pas une famille, mais en confrontation avec l'image de ce qu'elle conçoit, elle, d'une famille parfaite. Donc, dans ce cas-ci, on utilise GAN et on explore GAN et on explorera d'autres modèles et on l'incarnera de différentes manières. Donc, ça, c'est pour le GAN dans ce cas-ci, ouais. J'essaie de réfléchir, je veux dire, pour nous qui, depuis les 10 dernières années, utilisons différentes technologies pour raconter des histoires, c'est pas juste on va utiliser la géolocalisation. C'est comme on a différents modèles et moi j'en perds rapidement des fois mon latin, ma capacité de comprendre et de voir comment ça va être incarné, de quelle manière. J'en parlais un peu tout à l'heure, des fois sur certains projets, l'étiquette intelligence artificielle est hautement magnifiée et c'est vrai? Comme de la petite poudre de perlimpinpin, là, tu sais. Oui, on la voit très bien, là. On la voit, c'est comme, oh, wow, tu vas rentrer en conversation avec une intelligence artificielle
artificielle. Et puis là, tu creuses, puis tu te rends compte, en fait, que c'est une base de données. Pire, c'est un robot conversationnel dont un auteur a prescripté plein de réponses. Puis c'est du branching, tu sais. Ah ouais, hein? Mais il y a différents niveaux, il y a différentes implications. Donc moi, c'est très vaste comme univers. Ouais. Oui, je peux peut-être ajouter une petite anecdote. Les GAN ont un peu cette réputation-là de générer des visages, des physionomies de gens qui ont l'air parfaits. Ouais. Et puis cette réputation-là vient en fait du fait que les premiers réseaux de ce type-là ont été entraînés avec une base de données publique qui s'appelle Celebs, qui contient seulement des images de vedettes. Alors, du beau monde en général. Donc, toutes les images que génère cet artiste, c'est des faces de vedettes. Donc, nécessairement, on se retrouve aussi avec une uniformité dans les résultats. Parce qu'on n'en parle pas trop, là, mais il y a suffirait d'entraîner ça avec des images beaucoup plus variées de gens de tous les jours. Si vous venez chez moi à 6 heures le matin, je vous assure que ça a l'air bien différent. C'est vrai? Alors, ça pourrait générer une toute autre personnalité chez votre On a votre fait personne. un projet, je l'avais oublié, je veux dire, l'usage de l'intelligence artificielle au sein du studio quand même date, là, je veux dire, depuis 2013, on en a utilisé dans certaines œuvres, mais bon, là, je pense que c'est plus les capacités, puis le potentiel est d'autant plus... L'expérimentation est quand même plus grande, mais... Oui, un niveau de performance, mais on a fait Mégaphone à l'époque dans l'espace public là, du quartier des spectacles où c'était de la reconnaissance vocale, puis c'était beaucoup moins performant à l'époque. On a fait une autre expérience en 2000... On l'a initié en 2017, mais là, j'avais complètement oublié cette expérience qui utilisait effectivement un GAN. Ça date, j'oublie le titre, c'était une expérience très, très courte. On voulait explorer le format court en interactif, un peu comme le court-métrage peut être au long-métrage ou le laïku au poème. Puis on se disait, qu'est-ce qu'une œuvre courte? Puis l'auteur a pris, c'est glauque un peu, là, a pris des images il y a une banque de données américaine sur des personnes décédées non identifiées. Puis leur profil est en ligne pour peut-être un jour pouvoir... identifier ces personnes. Puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris ces photos-là et les a passées dans le système de reconnaissance faciale. Puis toutes les personnes qui t'ont identifié, c'était que des vedettes. Tu sais, par exemple, si tu le passais, je pense un outil Google probablement, où ça s'est repassé sur du Google Image. Puis là, puis c'était un petit peu, parce que c'était intéressant de prendre tous ces visages de personnes, bon, malheureusement, décédés, non identifiés. Puis là, qu'on se disait, passez-là pour voir à qui ils vont ressembler. Puis bon, Rihanna sortait. Mais c'est ça, c'est là le vice de la base de données ou la nécessité de la pertinence de la variété des bases de données pour que ces outils soient performants. Et c'est comme ça aussi qu'on touche cette espèce d'effet de surprise, cet effet de nouveauté. De curiosité, je pense. Tout à l'heure, on parlait du processus énormément. Puis c'est le processus qui est intéressant, mais c'est un outil de curiosité énorme, finalement. Ça rejoint, voilà. Et Olivier, est-ce que, en définitive, c'est quelque chose qui nous aide à raconter de meilleures histoires? Est-ce que ça nous permet d'atteindre une espèce de phase ultime du storytelling auquel on n'accéderait pas autrement? Alors ça, c'est une question difficile. Oui. Je pense que Marie-Pierre Je les ai gardées pour vous. Merci. Ça fait plaisir. C'est très gentil. Je pense que Marie-Pierre sera certainement plus apte que moi à répondre à cette question-là, mais je pense que ça revient un petit peu à ce que je vous disais au départ. L'histoire, c'est comme l'œuvre d'art, c'est un moyen vers une fin. Hein? Encore une fois, l'histoire, et bon, il y a quelques évolutionnistes qui ont raconté l'espèce de passion qu'on a pour créer des histoires, qui en fait serait là aussi liée à des besoins évolutionnistes. Mais quelque part, ça représente des besoins de survie qui ont été incarnés dans d'autres choses. Et ça représente le questionnement de l'être humain vers sa présence dans l'univers. Et l'histoire est un moyen de réfléchir à ces choses-là. Est-ce que l'intelligence artificielle, spécifiquement dans l'histoire, encore une fois, je pense que c'est plus le domaine de Marie-Pierre, mais au niveau de l'ouverture des possibilités, bien sûr, ça va être intéressant. Ça va nous ouvrir, encore une fois, parce que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est cette possibilité d'explorer des choses auxquelles notre cerveau n'a pas accès parce qu'il a certaines limites. On explore d'autres domaines, d'autres espaces-temps, d'autres espaces de possibilités. Et là, de nouvelles histoires pourraient être créées, des histoires encore plus intéressantes. Donc, je vous donne un petit exemple très, très rapide. 2 millions d'articles scientifiques sont écrits par année dans le monde. Il y a des histoires dans
la totalité de ces articles scientifiques auxquels on n'a pas accès parce que c'est beaucoup trop de données pour un cerveau humain. Est-ce qu'on serait capable de raconter de nouvelles histoires si on était capable de voir les patterns grâce à l'intelligence artificielle dans ces 2 millions d'articles scientifiques? Oui, probablement. Et ça nous amènerait vers de nouvelles compréhensions de notre place ou de nouveaux questionnements par rapport à notre place dans le monde qui nous entoure. J'ai envie de me tourner justement vers vous, Joël, pour savoir si dans ce déploiement de l'intelligence dans les industries créatives, de l'intelligence artificielle, quels sont les obstacles que vous voyez? Est-ce qu'ils sont davantage techniques ou éthiques ou culturels de s'approprier ces nouveaux outils-là sans se sentir menacé, comme on le mentionnait tout à l'heure? Où sont les plus grands défis, selon vous, les plus grands obstacles? Je dirais qu'il y a des défis à tout niveau, au niveau technique, au niveau éthique et du développement responsable de ces technologies-là. Mm-hmm. Et puis, mais dans ce qui est mettons qu'on regarde surtout l'espace de la créativité, là, je pense que les questions plus de responsabilité éthique sont soulevées dans toutes sortes d'autres applications de l'intelligence artificielle qui sont peut-être un peu moins sur la table ce matin. Dans ce qui est l'espace de la créativité, ce que je vois beaucoup comme un défi, c'est de faire le pont entre deux disciplines qui n'ont pas souvent le même langage. Ça doit être un défi de tous les jours pour vos projets, là, des gens qui rentrent avec vraiment une conception très axée sur la technologie, mais qui n'ont pas réfléchi sur comment aller utiliser ces outils-là pour toucher, pour communiquer, pour créer le lien avec des gens. Et à l'inverse, donc de développer cet espace commun, parce que souvent j'ai l'impression, bon, il reste beaucoup à faire pour améliorer les choses du côté de l'intelligence artificielle. Donc, beaucoup de cette conversation-là se passe encore entre quelqu'un qui est du côté plus création et puis quelqu'un qui est du côté plus technologique, peut-être toute une équipe. On n'a pas beaucoup de gens qui sont vraiment formés de façon fondamentale à l'interdisciplinarité. Mm-hmm. Et donc, pour l'instant, avec cette génération-ci, puis ça, on le voit dans tous les domaines où est-ce qu'on fait de l'application, que ce soit l'application de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation, dans la médecine, dans le droit, ainsi de suite. Donc, on a des gens de différentes disciplines qui viennent ensemble, qui essayent de se comprendre, de voir le monde de la même façon. Ça prend beaucoup de temps. C'est surtout ça, c'est de développer cette culture commune qui prend du temps. Et puis, on est à cette étape-là présentement. J'ai pas mal l'impression que la prochaine génération qui viendra après nous sera beaucoup plus apte à faire ce lien de façon très, très fluide. Mm-hmm. Mais pour l'instant, on ne l'a pas vu venir. Oui, cet essor de l'intelligence artificielle, même moi, là, il y a 10 ans, j'étais dans mon laboratoire de façon très, très anonyme, et puis vraiment concentrée juste sur mes travaux de recherche. Vous ne saviez pas que vous seriez assis à côté de quelqu'un de l'ONF pour jaser d'œuvres? Non, non. C'était pas dans le... C'était pas écrit dans le parcours. Ça fait grand plaisir. Est-ce que justement, comment vous entrevoyez ça à l'ONF, justement, pour la suite des choses, cette espèce d'interactivité là, avec l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va faire partie des outils que vous allez mettre en œuvre maintenant? Ça fait partie de votre arsenal? Oui, je pense que c'est une palette d'outils. Elle me parle dans l'oreille depuis tout à l'heure, elle me distrait. C'est difficile comme question, je trouve. Nous, c'est dans notre ADN que de dire qu'on est plateforme agnostique, c'est-à-dire on a une bonne histoire, puis on a une histoire, un propos, une hypothèse. Quelle est la meilleure façon de la raconter, avec quelle plateforme? Donc, le fond rencontre la forme. Donc, pour moi, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on vit là, c'est beaucoup, on utilise l'AI pour parler de l'AI ou de comprendre l'AI. Je pense qu'on va passer un peu cette étape-là, à un moment donné. Ça serait bien. Ça s'en vient. On essaie de contribuer ce matin. Exact, parce qu'on va avoir fait le tour. Mais, oui, ce matin, c'est réglé. Après ça, on genre de d'autres choses. Mais je pense que ça va juste devenir, s'ajouter à la palette. Puis il y a de nouveaux outils, de nouvelles façons de outils ou de machine learning qui vont naître, exister. Puis fort probablement qu'à chaque fois qu'il y en aura un nouveau, il y a un auteur qui va venir nous voir avec un désir d'explorer ou de voir comment l'utiliser ou le mettre au profit de sa pensée, de l'histoire qu'il a envie de raconter.
Ils seront plus performants aussi. Fait que je pense que des fois, ça sera au cœur même de l'histoire à raconter. D'autres fois, ce sera juste un peu à la projet de Vincent Motto pour accélérer des processus, des enjeux de performance. Puis, ça sera plus invisible un petit peu. Mais je pense que pour répondre à la première question, l'avenir de ces histoires, est-ce que on permettra de raconter de meilleures histoires? Meilleure, je le sais pas. Nouvelle, oui, définitivement. On va explorer des nouvelles formes pour exprimer sa créativité. Puis ça va surprendre, ça va être intéressant. Puis après, on jugera si c'est meilleur. Ça, c'est impossible à dire, selon moi. J'ai une dernière question. Je vais vous céder la parole tout à l'heure. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, là, il y aura un petit micro qui va pouvoir circuler ou qui va pouvoir rester là. Et vous pourrez circuler vers le micro dans quelques minutes. Mais donc, je voudrais juste revenir justement sur ce que tu ou ce que vous, on ne sait plus, venez de dire. Et faire le lien vers, Olivier, votre livre que vous avez écrit un peu plus tôt cette année, parce que j'ai l'impression qu'à l'ONF, on en est revenu, l'intelligence artificielle, et on a hâte de voir ce que ça va donner. On n'est plus vraiment dans cette espèce de magie de l'enfance quand on voit ça. Là. On a le goût. Encore un peu. Un peu quand même? Oui. Est-ce qu'on va arriver à un moment, justement, parce que dans votre livre, vous explorez beaucoup ça, un moment où on va l'intégrer, là. Hein? Ça va... Tu sais, je veux dire, on ne parle pas du web tous les jours comme d'une panacée que ça a sûrement dû être quand c'est arrivé. On va éventuellement arriver à ça aussi. Je pense qu'on y est déjà en partie, parce que chaque jour qu'on regarde notre GPS, il s'améliore tranquillement. Chaque fois qu'on prend une photo avec nos appareils... Ça dépend de l'application. Hein? Avec nos appareils intelligents, il y a déjà des logiciels d'intelligence artificielle. Et un jour, on va se réveiller, ça va être encore plus présent. On va se réveiller, ça va être encore plus présent. Et ça va pas... Il n'y a pas de moment Skynet comme dans Terminator. Un jour, on va se réveiller, puis l'intelligence artificielle va dire « OK, là, maintenant, je prends le contrôle de la planète, je vais me débarrasser des êtres humains. » Ça vient graduellement, et c'est un monde qui va être un monde avec une intelligence artificielle un peu partout. Alors, ils vont se débarrasser de nous graduellement. C'est... D'accord. OK. Oui, ça serait bien, graduellement. Hein? Ça ne semble pas être le cas parce qu'on n'arrête pas d'avoir des êtres humains sur cette planète. Mais pour moi, la question est beaucoup plus de qu'est-ce que ça pose comme question pour l'être humain? Comment allons-nous réagir par rapport aux reflets que ça nous renvoie sur nous-mêmes? Parce que les technologies, pas juste l'intelligence artificielle, mais les technologies, elles changent moins la culture qu'elles la révèlent. Elles amplifient la culture humaine, elles la multiplient. Alors, la question, c'est justement de se dire, OK, par rapport à cette multiplication de choses extraordinaires et de choses beaucoup plus déplorables, les deux coexistent, comment allons-nous réagir par rapport à ces choses déplorables qui se développent et comment allons-nous amplifier les choses qu'on voit qui sont de mieux en mieux? Donc, toutes les questions éthiques, les questions des machines automatisées, les questions des automobiles automatisées, les questions de la connaissance, de la pensée critique, de la créativité par rapport aux reflets que nous renvoie cette technologie. C'est ça qui est intéressant. L'intelligence artificielle, on va arrêter d'en parler, mais c'est l'éthique et la transformation de notre relation au monde dont on devra encore et encore plus parler parce qu'elle va continuer à se modifier, à s'amplifier, à prendre des directions auxquelles on n'aura pas pensé. Kevin Kelly le disait dans un de ses textes, il dit la plus grande révolution de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va nous forcer à nous poser la question, qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce qu'un être humain si être créatif est possible grâce à des algorithmes, si faire des choses extraordinaires comme jouer au Go, qu'on pensait qu'était absolument unique à l'être humain, ou jouer aux échecs 20 ans plus tard était unique aux êtres humains, peuvent être faits par des algorithmes, des bases de données. Ça pose la question de l'être humain, et c'est ça, je trouve, qui est fascinant et qui ne cessera pas d'être posé comme question. Mais oui, à un moment donné, on ne peut pas tous les jours se poser la question parce que ça va être partout, et probablement, grâce à des chercheurs comme Joël, ça va être beaucoup plus agréable aussi, c'est beaucoup moins menaçant parce que ça va nous aider à être aussi une société plus intéressante. Et vous mentionnez les échecs, juste avant de vous céder la parole dans la salle. C'est intéressant parce que Kasparov n'a pas du tout un esprit de contradiction avec la machine. Quand on l'entend, quand on lui parle et qu'il parle de sa défaite aux échecs, il n'en parle pas comme d'un événement particulièrement spécial. Cette journée-là, la machine a été meilleure que lui, et tant mieux si il peut s'associer à la machine pour être encore meilleur.
Donc, c'est un peu particulier parce que, je ne sais pas si vous avez lu ça dans vos journaux spécialisés hier, mais Lee Sedol, justement, donc le meilleur joueur humain au jeu de Go, a décidé que lui, là, il accrochait ses patins. Il a décidé qu'il ne jouait plus au jeu de Go parce que la machine sera toujours meilleure que lui. Il a décidé que ça valait plus la peine pour lui d'essayer de battre la machine parce que c'était sa motivation principale jusqu'à présent. Et c'est intéressant parce que Kasparov n'a pas du tout la même vision des choses. Lui s'est fait battre, tant mieux pour la machine. Maintenant, comment est-ce qu'elle peut m'aider à être meilleure? Écoutez, je vais arrêter de parler là, mais je pense que la citation, pour moi, la plus importante par rapport à ça, c'est que Kevin Kelly disait « Ce n'est pas une course contre la machine, une telle course est perdue d'avance. » C'est une course avec la machine. Ça, je pense que c'est le principal. Et Kasparov a réinventé les échecs aujourd'hui avec des jeux où les joueurs d'échecs jouent avec des logiciels. On aurait pu le faire avec Lee Sedol. La bataille entre AlphaGo et AlphaGo Zero, qui est la nouvelle version d'AlphaGo, a montré à des joueurs de Go que les machines jouaient des jeux qui disent extraterrestres, donc complètement nouveaux et intéressants. Non, on ne va pas pouvoir faire mieux que les algorithmes dans le domaine où ils sont forts, mais on peut s'en servir, encore une fois, comme rampe de lancement vers de nouvelles créativités. Quel beau mot de la fin. Hein? C'est vraiment... Non, c'est plein d'espoir quand même, parce qu'il ne fallait pas se laisser sur quelque chose de dramatique. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent en tête? Il y a un micro qui est juste là, qui va s'acheminer jusqu'à vous. Bonjour. De spectacles et de vidéos. Évidemment, on a été beaucoup touchés par l'intelligence artificielle, nous le sommes encore. Moi, je me demande juste, parce que ce que vous nous présentez est un nécessaire, ou en tout cas une rencontre à un moment donné entre ces deux univers-là de la technique, je ne sais pas comment l'appeler, je ne veux pas être réductrice, là, vraiment pas, et la créativité. Je me demande juste si il y a beaucoup de gens qui, je sais pas, moi je suis avocate, je suis avocate parce que je sais pas compter. Puis je suis pas allée en mathématiques parce que je n'étais pas capable de faire ça. Puis je fais des communications pour la même raison. C'est ça, pour les mêmes raisons. Puis à chaque fois, ça se confirme. Mais je me demandais, est-ce que c'est nécessaire? Parce que je me dis qu'il y a bien des artistes qui n'ont pas du tout cette fibre-là et qui n'ont pas à la développer. Et je me demande juste, est-ce que de voir ça, c'est comme si ça devient un déterminant vraiment important pour créer de l'art, alors que peut-être qu'il y a des artistes qui n'auront jamais cette fibre-là. Et est-ce qu'on va en faire un déterminant? Moi, c'est ça que je trouve un petit peu dangereux, c'est un grand mot, mais il peut y avoir de l'art hors machine. Et j'aime bien l'idée que ça soit complémentaire, que ça aide et tout ça, mais je le vois beaucoup en musique. En musique, évidemment, on est avec ces algorithmes et toutes ces choses-là, et ça devient comme... C'est un déterminant là, dans notre mise en valeur et dans notre place qu'on occupe, en tout cas comme musique locale et tout. Mais pour la création elle-même, est-ce que ça va devenir un déterminant ou on va pouvoir... Parce qu'il y a sûrement des artistes qui... Moi, je ne suis pas intelligente comme vous, Madame Pinault. Et je me dis, j'espère qu'on n'a pas le même type d'intelligence. En tout cas, pas celle-là, ça c'est sûr. Alors, est-ce que je vais... Sinon, ça sera à la portée que de très peu d'artistes qui vont être capables de faire cet amalgame-là, alors qu'un artiste, justement, doit être beaucoup plus libre que ça. Il peut prendre un papier et un crayon puis créer de belles œuvres. Moi, c'est cette déterminisme-là. Est-ce que les humains vont pouvoir continuer de créer sans machine? Oui, puis ça devient... On n'en fasse pas un déterminant pour des... Non, je pense pas qu'il y ait du tout question que toutes les œuvres d'art passent par cette combinaison-là. En fait, c'est un outil. Dans certains cas, c'est un outil approprié pour développer certains thèmes. Et puis, je pense que de part et d'autre, il y a des gens qui ont ces fibres combinées. Là, on va avoir David Usher, je pense, qui va nous suivre, qu'on a tous connu comme musicien en premier, puis qui s'est avéré quelqu'un qui appréciait beaucoup le côté plus technique des choses, qui peut avoir des propos très bien informés sur l'intelligence artificielle. De même façon, moi, j'ai passé mon enfance à baigner dans la musique. J'ai fait tout mon conservatoire jusqu'à l'âge de 18 ans où j'ai dû faire un choix et puis j'ai décidé d'aller faire des mathématiques plutôt simplement par goût. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont baigné dans les deux à différentes périodes de leur vie. Et puis, il y en a d'autres pour qui... c'est une discipline plutôt que l'autre qui a vraiment pris le dessus assez tôt et pour toute la vie. Il y a de l'espace pour tous ces types d'intelligence-là pour résoudre des problèmes et pour créer. Et puis, ça va continuer d'être la même chose. Je pense
Olivier a beaucoup parlé du fait qu'il ne faut pas que ça soit un contre l'autre, c'est que la combinaison qui donne les meilleurs résultats. Et de même façon, au niveau de l'intelligence humaine, il ne faut pas que ça soit les esprits très cartésiens, très mathématiques, ou les esprits très créatifs. En soi, c'est en partageant tous ces talents-là qu'on arrive à des résultats plus intéressants. Donc, je ne suis pas inquiet. Mes propres enfants sont dans un programme d'art-études, ils ne sont pas à programmer des ordinateurs, et puis advienne que pourra. Mais je pense que l'exemple de Joël est en fait extraordinairement intéressant, puisque ce que je vous dirais, madame, c'est que ces choses-là, décider par exemple de ne pas utiliser les technologies doit être un choix et non pas un refus. Parce que le refus de refuser ce monde qui change, ces questions et tous les défis qu'il nous pose est une erreur. Parce que les choses vont changer, les questions vont se poser, on va répondre à des questions d'une certaine façon. Il faut que ce soit un choix. Il faut que je dise, moi, je n'ai pas envie d'utiliser ces technologies-là, mais je les connais. Je suis capable de savoir où elles pourraient me mener, mais pour mon art, pour mon expression, je préfère faire autre chose. Mais le problème, donc, moi aussi, je suis dans une faculté des arts, les arts à l'anglais, donc les humanités. La plupart de mes collègues, moi y compris, comme vous, je pense, n'étaient pas très bons dans les mathématiques, donc on a refusé ces choses-là. Ce qui est aujourd'hui... On est correct quand même, là. Ce qui est un problème aujourd'hui, ce qui est un problème fondamental. Parce que j'ai beaucoup de mes collègues qui refusent toute une vision scientifique du monde, qui refusent de comprendre l'impact des données, l'impact de ces choses-là sur la relation qu'on a, et même dans l'enseignement de la littérature et dans la philosophie, il faut qu'on les comprenne, ces choses-là. On peut dire « je ne veux pas les utiliser », mais les refuser, je pense, va nous empêcher de pouvoir justement utiliser l'art comme une réflexion sur le monde contemporain, pas sur le monde d'il y a 200 ans, mais sur le monde d'aujourd'hui. Très intéressant, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question sur l'impact que va avoir donc l'adoption de cette technologie-là sur la classe créative et la manière dont on devrait régulariser ou gérer cet impact-là. Je pense que l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir créer plus rapidement, de manière plus personnalisée, de manière aussi à plus haute dimension. Est-ce que vous pensez qu'il risque d'y avoir une division entre la classe qui accepte d'utiliser cette technologie-là pour travailler et celle qui refuse, qui veut garder un contact avec le craft? On a vu l'expérience, je pense qu'un des exemples les plus parlants par rapport à ce que vous avez mentionné, c'est Netflix, qui crée de plus en plus rapidement, qui crée aussi du contenu de plus en plus personnalisé, adapté pour ses utilisateurs. On a vu Warner récemment qui a signé un partenariat avec un algorithme pour créer de la musique personnalisée pour ses auditeurs. Est-ce que vous pensez qu'il risque d'y avoir une division entre les grands groupes qui vont utiliser cette technologie-là pour créer de manière plus personnalisée, plus rapide et plus efficace, et les créateurs indépendants? Et si oui, comment la gérer et comment la régulariser? Est-ce qu'il y a un fossé de connaissances, en fait? C'est un peu ça que vous demandez. J'ai pas tout bien entendu à cause de la portée là, du son. Donc, la question, c'est de savoir s'il y a un fossé qui se crée entre... Oui, bien, il y a ceux qui vont l'utiliser parce qu'ils ont accès facilement, puis il y a ceux qui sont plus indépendants, qui sont plus petits, qui ont peut-être moins les moyens. On n'en a pas beaucoup parlé de ça, mais l'intelligence artificielle, c'est de l'argent, c'est des ressources, c'est des compétences. Bien, est-ce qu'il va y avoir un fossé? Oui, clairement un fossé entre des grandes entreprises et des petits auteurs. Oui, certainement. Je pense qu'il y a différents outils. Heureusement, il y a beaucoup d'outils ou de programmes ouverts, un peu comme ce sur quoi vous travaillez. Donc, à la portée des créateurs, il y a des BERT, des Lewis ou des IBM Watson qui demandent des petits coûts d'utilisation qui sont accessibles. Mais c'est sûr que je pense que c'est là où des fois, parfois, il y a un fossé, c'est une personne qui ne connaît pas grand-chose dans ces processus, ces façons de les utiliser, qui a une bonne idée, qui souhaite l'utiliser. Je pense qu'il est là le fossé. Il est pour nous comme producteurs aussi, parfois, de mesurer, parce que entre la bonne idée puis comment on arrive à la produire ou quelle fin à quelle fin, des fois, il y a un grand décalage. On a initié un projet de résidence
pour justement réconcilier, créer une rencontre puis un terreau entre les scientifiques et les créateurs. C'est un partenariat avec Element AI, le Conseil des arts de Montréal et nous. Et le but, c'était justement de donner cet espace-là parce que partir rapidement en développement avec un projet qui utilise de l'intelligence artificielle et où toute la création repose sur cet élément-là, et il peut y avoir beaucoup d'inconnus. Et donc, le projet s'appelle Éclat du rire. Puis, c'est un peu je pense que c'est parti de la prémisse de dire est-ce qu'une intelligence artificielle est capable de faire rire une salle, un auditoire. Donc, ils sont partis de la base à savoir, OK, alors, pas tant qu'est-ce que le rire, mais on rit... Qu'est-ce qui nous fait rire? Qu'est-ce qui nous fait rire? Mais le rire peut être moteur de joie, de pleurs, de peine, donc d'une espèce de réflexion sur ces rires. Et maintenant, la machine, elle, pour qu'elle le comprenne, ça lui prend une très vaste base de données des rires. Et tiens donc, ça n'existe pas. Nulle part. Il n'y a pas de base de données de rire. Donc, je veux dire, là, on est en toute la réflexion. Puis qu'on aille vous voir et rire un peu? Ou comment vous allez la bâtir, la base de données? Bien là, en fait, on est là, en fait. On regarde les modèles et puis on est en train de se dire, bien là, avant même de pouvoir créer une œuvre, il faut créer un dispositif qui va nous permettre de collecter du rire. On n'a pas fait le projet encore, là, tu sais. Donc, c'est... un partenariat avec Juste pour rire, là. Peut-être. Ah, ben, on n'y avait même pas pensé. Mais c'est ça. Après, on fait un autre projet. Je peux en parler, finalement, parce qu'on a eu un retour en utilisant toutes les traces numériques de Noam Chomsky pour créer une espèce d'interlocuteur qui questionne les promesses et les embûches de l'intelligence artificielle basées un peu sur son travail de linguiste, de philosophe. Puis, alors, on commence, puis pour nourrir, puis probablement que la conférence tout à l'heure, ça va en parler aussi, mais pour arriver à un niveau satisfaisant de dialogue, ben, je veux dire, là, on a fait un prototype, puis ben, on est à un point où... il va falloir investir davantage d'argent, mais jusqu'à quel point pour entraîner la machine peut arriver à un niveau satisfaisant. Donc, sont là probablement le clivage, le fossé, il est définitivement là, si ça répond à la question. Je me suis perdue, là, la tentative d'essayer d'y répondre. Je me fais l'avocat du diable. En même temps, vous êtes l'ONF, vous avez des ressources, vous avez du monde, vous avez... Puis, je veux dire, on n'en a jamais assez. Non, c'est pas infini, non. Sauf que je pense que la question, elle est dans ce sens-là, justement, entre un endroit où on a la liberté d'expérimenter et un créateur indépendant, peut-être qui... Ben ouais, mais on n'est pas non plus un incubateur, essentiellement. Le but, c'est de produire des œuvres qu'on va diffuser. Donc, comme posture de producteur, c'est assez... c'est super challengeant là, de dire comment... faire rencontrer l'exploration, mais la faisabilité, l'argent, le temps, j'ai pas toutes les clés aujourd'hui. Puis c'est définitivement une approche technologique qui m'a le plus challengée au cours des 8 dernières années. Là. Oui, Joël, le mot de la fin? Bien, je ne sais pas si c'est le mot de la fin. J'allais ajouter une petite information complémentaire. C'est que un des changements intéressants qu'on est en train d'observer par rapport à ça, c'est le fait que tu as mentionné brièvement que presque tous les outils qui sont développés dans le monde de la recherche en intelligence artificielle, en fait, sont partagés en open source. Moins les bases de données, il faut faire un peu plus attention là, pour de très bonnes raisons. Mais même chez Facebook, les programmes, tous les travaux que je fais là depuis que j'y suis, depuis 2 ans déjà, tout est partagé. Le code est distribué de façon ouverte, accessible très, très rapidement, à quelques semaines après la création par les chercheurs. Puis c'est un mouvement à travers l'industrie qui bouleverse beaucoup la conceptualisation de la propriété intellectuelle, des brevets, puis tout ça. C'est vraiment un autre espace, mais ça rend facile l'accès, en tout cas, à ces technologies-là pour les plus petits joueurs dans le milieu. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais en tout cas, c'est un angle intéressant. Donc, un esprit de partage, très clair. Le clivage technologique, on en parle dès qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive. Bien sûr. Ça commence toujours, mais l'histoire de la technologie nous montre clairement qu'il n'y a pas de clivage après un certain temps parce que les technologies augmentent de performance et le coût par rapport à la performance chute à un point extraordinaire.
Donc le clivage, c'est le début d'une nouvelle technologie. Ensuite, les choses se distribuent un peu partout dans la société. Tout le monde y a accès. Il n'y a pas longtemps, on parlait du clivage numérique, l'accès au numérique. On n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Il est partout dans le monde. Tout le monde a accès à ces choses-là. Et c'est l'histoire de... Presque, mais c'est l'histoire de la technologie. C'est l'histoire de la technologie. Vraiment, ça se distribue partout. D'après moi, c'est pas une question très angoissante. Ça l'est au tout début. Et ensuite, les créateurs prennent le devant. Et là, je pense que le cinéma est un bon exemple. On est parti de technologies qui coûtaient cher, qui étaient compliquées, qui étaient lourdes dans les années 80, 90 et avant ça, à quelque chose aujourd'hui qu'on peut faire un peu soi-même, avec son téléphone intelligent, avec iMovie. On upload sur YouTube. Bon, c'est pas la qualité de ce que fait l'ONF, mais il y a un accès qui est possible et il y a une diffusion aussi qui est possible à des coûts pratiquement nuls. Ça, c'est un beau mot de la fin. J'aimerais qu'on les remercie, Olivier Diance, Joël Pinault et Marie-Claire Gauthier. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ce qui met un terme à cette première partie de notre matinée. Bye Facebook, merci d'avoir été là aussi. Et donc, on vous redonne rendez-vous tout à l'heure. Vous pouvez d'ailleurs profiter de cette petite pause pour aller vous inscrire. Il y aura des petites visites ici des locaux de Zoo. Donc, profitez-en. On est ici. Alors, je vous donne quelques minutes. Allez vous rafraîchir, jaser un petit peu. Et on se retrouve tout à l'heure avec David Usher. Super. Merci beaucoup. Merci.